général à la source. Une régulation, une intervention sur la thématique gestion des eaux pluviales, régulation des débits, vannage, des verseurs d'orage. On va même également jusqu'à équiper des ouvrages pour stocker les eaux pluviales dans le monde entier, puisqu'on a fait dernièrement des réalisations en Chine. Le traitement des eaux pluviales en milieu urbain et industriel, donc c'est vraiment la problématique, le cœur de la thématique d'aujourd'hui. L'activité eaux usées domestiques, une activité historique dans l'entreprise, avec à la fois des filières rustiques et des filières beaucoup plus développées, notamment à l'effluidisé, et enfin une activité de stockage des effluents, notamment après traitement. Voilà. Made in France, par Made in France, donc on veut tout simplement faire un focus sur le fait qu'on est fabricant avec 2 sites de production, un qui est basé donc sur la région lilloise, qui est spécifique sur l'acier, et un dans le nord, près de Nîmes, pour la partie composite, polyester et polyéthylène. Très bien. Merci Jean-Yves. Alors, une baseline, une raison d'être quelque part, innovons pour que l'eau vive. En effet, innovons pour que l'eau vive, c'est notre baseline, c'est quelque chose, c'est un critère auquel on tient beaucoup, tout simplement parce que c'est à la fois axé sur les coûts de clients, sur le développement de nos solutions, de nos produits, de nos solutions, de maintenant, bien sûr, mais également de demain, avec une veille importante auprès à la fois des différents acteurs de l'eau en partenariat. On travaille en partenariat en R&D avec à la fois des collectivités, des industriels, mais également des universités. On est présent dans un certain nombre de pôles de compétitivité également, et puis au sein d'associations qui sont spécifiques sur les eaux pluviales. Une couverture nationale pour Saint-Dizier est présent sur… national et même international, puisque j'évoquais en effet des projets en Chine, et on est bien présent en effet sur l'Europe, et on a un grand plan de développement à ce sujet. Très bien, voilà. Merci Jean-Yves. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Traitement des eaux pluviales, comment faire d'une contrainte une opportunité pour votre site industriel? On va l'aborder autour de 5 points majeurs. La réglementation, mais tu avais quelque chose à nous dire un peu avant. Tout à fait. Ce qui me semble important, c'est bien de recadrer le sujet des eaux pluviales par rapport à un site industriel. Un site industriel, et notamment dans le domaine du recyclage, ça engendre en fait obligatoirement par temps de pluie un lessivage des voiries. Obligatoirement, il y a des surfaces découvertes qui sont importantes, sur lesquelles on stocke à la fois des déchets et puis différentes matières qui sont donc lessivées, cumulées avec la pollution atmosphérique qui est lessivée par temps de pluie et qui va conduire à une pollution chronique dans laquelle on verra tout à l'heure qu'on retrouve un certain nombre de micropolluants. Et puis, il y a toujours sur un site industriel un risque accidentel à ne pas négliger et qu'il faut intégrer donc bien évidemment dans nos filières de traitement. Bien, donc justement, 5 points pour aborder cette thématique. Premier point, la réglementation autour du traitement des eaux pluviales. Deuxième point, comment en faire une opportunité pour l'industriel. Troisième élément, des entreprises qui tirent profit d'une mise en conformité. Et puis, l'expertise de Saint-Dizier Environnement sur ce sujet. Et enfin, l'avantage d'être adhérent FEDEREC. On y va, la réglementation. Alors, sur la partie réglementation, donc les sites industriels sont en effet, d'une façon générale, soumis donc soit à un arrêté préfectoral ICPE, c'est-à-dire installation classée pour l'environnement, qui est donc défini par le Code de l'environnement et qui est en général piloté et suivi par l'ADREAL. Voilà. En ce qui concerne la convention de rejet, elle est établie directement avec la collectivité, puisqu'on va se raccorder sur un réseau de la collectivité, et elle fera justement, donc elle précisera les différents critères à respecter pour se rejeter dans ce réseau. Voilà. En termes d'objectifs de rejet, on retrouve d'une façon générale des paramètres généraux en termes de paramètres de pollution. On va retrouver les matières en suspension, on va retrouver la demande chimique en oxygène, on va retrouver de plus en plus d'éléments comme tout simplement les métaux lourds, les hydrocarbures, les HAP et un certain nombre d'autres micropolluants. Donc, objectifs de rejet qui sont d'une façon générale de plus en plus contraignants. L'obligation également de maîtriser les débits. Il est clair que depuis maintenant pas mal d'années, on a mis en place des SAGE, des SDAGE, des schémas d'assainissement, des schémas directeurs, y compris pour les eaux pluviales, qui conduisent à limiter les débits tout simplement pour les nouvelles imperméabilisations, pour les réhabilitations de sites, avec des débits très faibles, souvent compris entre 1 et 20 litres secondes par hectare, donc qui sont intégrés bien évidemment à chaque projet. Et puis l'autocontrôle des rejets, l'industriel a l'obligation de suivre tout simplement ces rejets par des campagnes de mesure. C'est bien. Alors, trimestrielles d'une façon générale.
On a également une directive européenne sur laquelle tu voulais appuyer un peu plus ce matin. Donc quelque chose qui est beaucoup plus récent, Ouais. en effet, qui est une directive européenne. Une directive européenne IED signifiant Industrial Emission Directive, qui est relative aux émissions industrielles et qui fait recours donc à ce qu'on appelle les MTD étant les meilleures techniques disponibles. Par meilleures, donc, on sous-entend donc les techniques les plus efficaces pour dépolluer ces eaux, d'une façon générale, puisque ça intègre l'assainissement dans sa globalité. En termes de technique, il s'agit bien évidemment d'installations de traitement des eaux, mais il peut également s'agir d'une organisation fonctionnelle différente, de procédés de production différents qui vont pallier justement à la pollution engendrée sur ce site, ou tout simplement une substitution de certains produits à d'autres produits qui sont plus toxiques, plus contraignants au niveau des rejets. Et par le D de disponible donc de ces MTD, on sous-entend bien évidemment le fait que ça soit accessible et que ça soit en effet acceptable sur un plan notamment économique en termes d'investissement et d'exploitation. Voilà. Donc le bref signifie simplement le B de best et référence ensuite. C'est les meilleures références à mettre en œuvre. Et dans le domaine du traitement des déchets, ça a été publié donc en août 2018. Et bien évidemment, ce bref apporte quelques précisions importantes également sur les niveaux d'émissions. Niveau d'émissions associées, donc là, je vous donne quelques fourchettes des valeurs qu'on peut attendre pour les paramètres un petit peu généraux. Sur les matières en suspension, on voit que la fourchette est de 5 à 60 mg par litre, donc un écart quand même assez important, mais en sachant qu'actuellement, c'est souvent autour de 30-35 mg par litre. Pour la partie DCO, on est entre 30 et 300 mg par litre, ce qui est encore un petit peu plus large, mais qui reflète vraiment la réalité. Et 30 mg par litre, c'est quand même très contraignant en termes de rejet. Pour la partie hydrocarbures, 0,5 à 10 mg par litre. Et enfin, l'azote et le phosphore, qui est d'une façon générale probablement, et même souvent par expérience, un petit peu moins contraignant pour la qualité des rejets sur ces sites industriels. Une fois qu'on a digéré tout cela, il faut en sortir des opportunités. Hein. C'est quand même un sujet contraignant. Tu me disais plus particulièrement, tes clients ont identifié finalement 3 opportunités pour eux qui sont généralement industriels. On verra après 2 cas de figure. Alors, 3 éléments, tu nous en parles là, des rejets conformes pour une exploitation sécurisée, ça veut dire quoi? Donc, je tiens vraiment à préciser que ces opportunités ont été identifiées, ont été mises en avant avec les industriels dans le cadre de nos retours d'expérience. Le premier point qui est vraiment très important, c'est des rejets conformes. Des rejets conformes, c'est-à-dire un site qui va pouvoir donc assurer sa vocation première, qui est justement de recycler, de valoriser la matière première, les déchets, et bien évidemment assurer le résultat d'exploitation au sein de cet établissement. Les rejets sont contrôlés, je vous le disais, il y a de l'autocontrôle, et il y a également des contrôles inopinés de la police de l'eau. Donc, c'est vraiment un sujet très, très sérieux. Et donc la responsabilité, ça peut bien évidemment aller jusqu'à la fermeture. L'obligation de mise en demeure, de mise en conformité du site avec une fermeture potentielle. Donc le risque est vraiment réel. Risque réel. Alors on passe sur une deuxième opportunité qui est la valorisation finalement de cet équipement, de cette mise en conformité pour à la fois les clients et les salariés. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ça? Pour les clients, une majorité des clients dont on fait partie d'ailleurs, sont certifiés, on est ISO 9001, on est ISO 14001, on respecte et on a des engagements au niveau environnementaux. Donc, on souhaite déjà que nos déchets soient bien gérés, bien triés, bien valorisés. Donc, pour cela, en effet, il y a déjà un certain nombre de critères comme les bordereaux, tout simplement relatifs donc au suivi des déchets, bordereaux de suivi des déchets, qui sont obligatoires et qui sont de la responsabilité. Chaque producteur de déchets a l'obligation de s'assurer que ces déchets sont en effet bien gérés, bien triés, bien valorisés, bien gérés. Donc ça, c'est le premier critère. Lorsqu'un client également va sur un site, je dirais, de valorisation, si le site est bien géré, est propre, respecte, ça met en confiance. Et je pense que ça reste un atout, en tous les cas, important sur le plan commercial. C'est un atout pour les salariés, tout simplement parce que les conditions de travail sont quand même pas les plus faciles, on va se dire, sur ces sites. Et pour un salarié, c'est quand même motivant d'être sur un site qui est bien géré et qui conduit donc en effet au respect des règles tout simplement environnementales. Puis ça évite peut-être les accidents du travail également. Ça doit contribuer indirectement, à moins. On peut prendre un exemple tout simple, je dirais, si on élimine bien les hydrocarbures à la source,
il y aura moins de risques de glissade, de chute, Ouais, bien sûr. et donc on va améliorer les conditions de travail Et donc, on joue sur la obligatoirement des salariés. performance indirecte de l'entreprise. Et ça joue bien évidemment, on le sait, hein, les salariés sont quand même vraiment moteurs et la qualité de vie au travail, très c'est valorisant. pas une blague. Ouais, c'est pas Même une blague. dans le Non, milieu dans ces industriel. milieux-là, je pense que c'est très important. D'accord. Et puis un troisième point, et pas des moindres quand même, une réutilisation potentielle de l'eau traitée. Alors on n'est pas là pour arroser le jardin, on est d'accord, hein. Mais en tout cas, toi, tu avais effectivement des retours de tes clients qui t'évoquaient différentes catégories de réutilisation de l'eau traitée. Comme on va le voir, on est amené à traiter les eaux pluviales avec une qualité forte, c'est-à-dire qu'on a en sortie de nos installations une eau qui est claire, qui est limpide et qui peut donc être valorisée. Donc valorisée, en effet, bon, il y a l'arrosage qui est toujours possible, l'utilisation dans les toilettes ou autres, mais bon, c'est pas l'objectif, je pense, premier. On regarde en plus les volumes engendrés par temps de pluie. Ça peut clairement être valorisé au niveau justement, tout simplement pour du lavage d'engins, parce qu'il y a des engins obligatoirement présents sur ces sites. Ça peut être du lavage de sol, de voirie. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez régulièrement réalisé. Et ça peut être sur du process, proprement dit. On a des exemples, notamment donc pour valoriser le verre, où on a réutilisé l'eau pour laver le verre et donc valoriser au mieux le verre, puisque le coût, je dirais, de revente du verre, et notamment des éléments qui auront été broyés au niveau du verre, est fonction là aussi de sa couleur. On est un peu dans l'économie circulaire finalement à travers la réutilisation de l'eau. L'eau est dans l'économie circulaire et nos clients dans le domaine du recyclage des déchets le sont très clairement. Et très on donnera quelques chiffres tout à l'heure, mais en effet, c'est vraiment important. Très bien. Et ben justement, c'est l'occasion de parler de deux cas concrets, finalement, deux profils d'entreprise qui tirent aujourd'hui, profitent finalement de cette mise en conformité. Alors, en préparant tout ça, moi, ça m'a un peu surpris. Tu n'as pas émis de nom de client, tu n'as pas souhaité mettre de nom de client. Pourquoi? Alors, c'est un point en effet important. Il s'avère qu'on travaille en étroite collaboration avec les industriels et qu'il y a dans tout cela beaucoup de confidentialité. Il y a un vrai savoir-faire qu'on a à notre niveau, mais qu'a également l'industriel dans la gestion globale de son site. Et c'est la raison pour laquelle donc, on a pris la décision de ne pas citer tout simplement les industriels avec lesquels on collabore et les industriels sur lesquels on va, ou les retours d'expérience des industriels sur lesquels on va s'appuyer. Voilà, c'est deux cas concrets. C'est deux cas concrets qui sont complémentaires. Donc, le premier, c'est un site en création donc, qui reprend une surface de 7 hectares, donc qui est quand même un site important. Ce site est spécialisé dans la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des métaux. On y retrouve notamment donc, des véhicules hors d'usage, on y retrouve des déchets donc, en métaux ferreux, non ferreux, on y retrouve des I3E, c'est-à-dire tout simplement les déchets liés aux équipements électriques et électroniques. Et bien évidemment, tous ces stockages engendrent une contamination des eaux pluviales par temps de pluie. Très bien. Voilà. Alors, en termes d'objectifs de rejet sur ce site, on est confronté donc, à un arrêté préfectoral et on a des contraintes de rejet sur des paramètres globaux qui sont le pH, les matières en suspension, la demande chimique en oxygène, la DBO5, avec des valeurs sur les matières en suspension, par exemple, inférieures à 30 mg par litre, une DCO inférieure à 150 mg par litre, donc des valeurs relativement déjà basses, et puis des contraintes sur l'ensemble des métaux lourds, le plomb, le cuivre, le zinc, le nickel et j'en passe. Les hydrocarbures, bien évidemment, mais également les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont considérés comme cancérigènes, qui font partie en effet clairement des directives, donc au niveau européen, au niveau des NQE, donc au niveau de la qualité des rejets. Et puis des composés dont on entend un peu moins parler, comme les AOX, des composés organochlorés, que l'on peut retrouver dans le cadre de plastifiants, de solvants, et qui vont engendrer en effet une contamination de cette eau également. Voilà. Donc on s'appuie à partir de ces éléments, donc sur un site en création, on n'a pas trop la possibilité de mener d'expertise sur le site, donc on va s'appuyer sur nos retours d'expérience, sur notre expérience, avec notre service études et ingénierie, qui va impliquer donc à la fois des ingénieurs projet, des ingénieurs d'études, des dessinateurs, projeteurs, notre service R&D, pour justement concevoir la bonne filière de traitement et donc conduire aux performances escomptées. Tout ça se fait en concertation avec l'industriel et souvent avec le bureau d'études qui a été missionné donc pour réaliser l'ensemble de la filière et les travaux, et suivre les travaux. Concrètement, ça donne cela, ça peut donner ça,
avec un circuit, avec un schéma que tu vas nous décrire de manière très simple, à travers une exploitation, une photo réelle de ce bassin. Tout à fait. Donc là, vous avez donc un petit synoptique d'une filière de traitement classique. Ce qui manque, c'est le zéro, puisqu'avant de pouvoir, je dirais, relever les eaux, il faut les tamponner, il faut les stocker. On est sur des eaux pluviales. Bon, vous avez encore pu le voir le week-end dernier avec les inondations dans le Var. On est confronté en effet à des variations d'intensité pluviométrique fortes et donc à des volumes d'eau pluviale très importants à gérer sur ces sites. Et donc, on est amené à réaliser un tamponnement de ces eaux en amont du traitement, tamponnement qui va permettre de stocker donc les pluies excédentaires par rapport au débit de traitement et également assurer une homogénéisation de l'effluent, ce qui n'est pas neutre sur ce type d'activité. Donc ensuite, on va relever ces eaux et réaliser un pré-traitement, souvent par un dégrillage qui peut être manuel, qui peut être automatique. Les deux techniques sont utilisées, là aussi en concertation avec l'industriel en fonction de ses moyens en termes d'exploitation. Sur le schéma, donc là, c'est le numéro 1. Donc, on voit le dégrillage, relevage. Et ensuite, on a une installation donc, qui est en aérien, qui permet, d'une façon générale, en tous les cas, de pouvoir mieux gérer, mieux suivre l'installation. Donc, sur le point numéro 2, donc, on est vraiment au cœur du process, c'est-à-dire qu'on est ici donc sur la conception, l'unité de traitement des eaux pluviales qui comprend donc une décantation lamellaire sur nid d'abeille, qui est une technologie qu'on maîtrise parfaitement au niveau de l'entreprise et qui permet donc d'assurer la décantation des matières en suspension, c'est-à-dire le piégeage des particules qui décantent naturellement, mais on va l'accélérer de par la présence des nids d'abeilles et on va l'accélérer également par rapport avec une injection de réactifs. D'une façon générale, sur ces sites-là, et notamment pour des objectifs de rejet aussi contraignants, on va réaliser un traitement donc, physico-chimique par l'injection d'un coagulant, d'un flocculant, d'un ajustement du pH pour être dans des conditions optimales pour éliminer non seulement la pollution particulière, mais également la pollution colloïdale. Très bien. Et donc, on va, de ce fait, donc, être amené à injecter des réactifs qui sont simulés par le petit 3, et on a ensuite des boues qui sont produites, qui sont stockées dans le réservoir numéro 4, qu'il faudra déshydrater et épaissir dans des filières adéquates. À la sortie de l'installation, donc, on a la possibilité de stocker ces eaux pluviales en vue de réutilisation, c'est le point numéro 5, avant rejet des débits ou des volumes excédentaires. L'ensemble étant géré donc, au sein d'un petit local technique qui est ici schématisé sous le numéro 7, qui peut consister là aussi donc, à mettre en place un surpresseur et donc à reprendre directement donc, les eaux traitées pour les valoriser. D'accord. Très bien. Autre chose à rajouter sur ce schéma? L'illustration, évidemment, ouais. L'illustration, donc vous avez donc en effet à côté du synoptique donc une photo d'un décanteur lamellaire industriel qui permet de gérer ce type d'effluent et qui est donc fabriqué dans nos usines et qui est ensuite équipé avec l'ensemble des composants électromécaniques sur site. Donc c'est en effet, donc il suffit pas en effet de faire une fourniture, il est vraiment essentiel d'aller au bout justement de l'installation et d'accompagner nos clients avec une mise en service qui est réalisée par un de nos ingénieurs en traitement des eaux, la formation du personnel et puis l'accompagnement dans le temps, on y reviendra par la suite. Très bien. Premier cas de figure d'un gros site industriel, mais il n'y a pas que les gros sites industriels, on peut repartir sur un deuxième profil à travers un site industriel de 3 hectares. Donc un site en effet avec une surface bien plus réduite, mais qui est très courante quelque part. On est sur un cas, on est sur une mise en conformité, c'est-à-dire que le site est existant, donc on va pouvoir s'appuyer sur l'existant. Une activité qui est souvent plus large, qui intègre toujours la notion de collecte, tri, recyclage, valorisation des métaux, bien sûr, ferreux, non ferreux sur ce site-là en tous les cas. Nos fameux D3E, donc en effet les déchets liés aux équipements électriques et électroniques, du bois, on trouve régulièrement maintenant du bois, les palettes et autres qui peuvent être valorisés, les déchets du BTP qui sont vraiment d'actualité et qui arrivent vraiment maintenant, et fort heureusement je pense pour tous, en effet, dans une filière de gestion en tous les cas sérieuse, et les DIB tout simplement qui correspondent au papier carton qui sont également gérés sur ces sites. Donc voilà une activité un petit peu standard classique, on fait beaucoup de choses avec des contraintes de rejet qui sont
souvent moins contraignantes, moins fortes. On est plutôt sur des teneurs en termes de rejet inférieurs à 100 mg/litre pour les matières en suspension, 300 mg/litre pour la DCO. Et sur la partie métaux lourds, on va se limiter à quelques métaux ou alors à la somme des métaux, tout simplement. On va se dire, ben voilà, ces 4 principaux métaux devront être inférieurs à 10, 15 ou 20 mg par litre. Et pour les hydrocarbures, en général, on se limite ensuite aux hydrocarbures. Donc, il y a moins de paramètres et c'est souvent, en effet, une convention de rejet avec la collectivité. Donc là, la grande chance que l'on a, c'est qu'on a un site qui est existant. Donc, on va pouvoir s'appuyer sur ce site pour justement mettre en avant les moyens d'optimiser notre filière de traitement. Donc, on va faire ce qu'on appelle une campagne de prélèvement par temps de pluie. Enfin, quand je dis une, c'est d'une façon générale plusieurs, parce qu'il faut qu'elles soient représentatives, série de campagnes, bien évidemment, de la qualité des eaux réelles de ce site. Et on va également s'enrichir de nos retours d'expérience pour définir la bonne filière, la filière adéquate. Et là aussi, on va s'appuyer sur nos ressources en interne, en termes de services études et ingénierie, en appliquant encore plus la partie R&D pour la partie caractérisation et traitabilité en laboratoire. Et on va pouvoir donc toujours se baser sur la conception, on va définir une conception, un dimensionnement adéquat de l'installation avec l'industriel, toujours par rapport aux mêmes critères en termes d'emprise, parce que le site est existant et donc il faut trouver la place. Et ce n'est pas toujours si simple que ça. Voilà. Là aussi, concrètement, on a un schéma de filière de traitement type. Tu nous l'as décrit. Donc, une filière de traitement type qui consiste toujours sur la partie donc 0,1 que j'ai pas schématisé, un tamponnement des eaux pluviales. C'est vraiment un cas général qu'on rencontre sur tous les sites. Bon, là aussi, il y a plusieurs solutions, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. On peut faire du stockage, en effet, visible dans des bassins donc semi-aériens ou semi-enterrés. Il y a la possibilité de le réaliser avec des bassins qui seront enterrés. Et ensuite, on va retrouver un pompage, un relevage des eaux à débit maîtrisé pour alimenter notre filière de traitement qui va être constituée d'un décanteur lamellaire nid d'abeille, d'une parfaite reprise des eaux décantées pour justement alimenter ensuite un dishuileur. Alors, le dishuilage, il est pertinent à la source, comme on le disait tout à l'heure, mais il est souvent pertinent au final également parce qu'on est souvent confronté à des réentraînements finalement d'hydrocarbures de par tout simplement le temps de séjour dans l'ouvrage de décantation, le stockage des boues et de la fermentation et donc des relargages. Donc, on s'en assure par ce biais-là. Très bien. Et donc, ça, c'est le point numéro 3. Et le point numéro 4, c'est une filière qui n'est pas systématiquement mise en œuvre, mais qui l'est quand même de plus en plus, qui permet là aussi de réaliser une filtration, donc de retenir les éléments un petit peu les plus fins qui n'auraient pas été piégés en amont, et également de filtrer l'eau sur différents médias adsorbants et absorbants pour réaliser justement une dépollution au niveau des paramètres plutôt dissous ou cloïdaux. Et ça va sans dire, le suivi de l'installation est évidemment le même. Le suivi de l'installation est le même s'il est moins contraignant de par l'absence d'un traitement physico-chimique. C'est quand même un peu plus souple à gérer. Mais il faut être vigilant, par contre, sur le remplacement de certains consommables, notamment les produits adsorbants et absorbants. Voilà. Donc ici, vous avez une illustration sur une plateforme en aérien. C'est vraiment préférable parce qu'elle est visible, on passe devant tous les jours. Et sécurisé. Sur mesure. Sur mesure, bien sûr, mais sécurisé, c'est important d'avoir des conditions d'accès optimales. Donc ici, avec un escalier et ensuite les équipements de sécurité adéquats en termes notamment de garde-corps et de caillebotis. Bien. Merci Jean-Yves pour la présentation de ces deux cas de figure qui sont récurrents chez Saint-Dizier Environnement. Justement, c'est l'occasion finalement de mettre un peu plus en avant l'expertise de Saint-Dizier Environnement sur les activités du recyclage. Donc, le recyclage, c'est une thématique, on est présent depuis très longtemps sur cette thématique. On a un nombre de retours d'expériences vraiment significatives depuis plus de 20 ans, qu'on travaille vraiment dans ce domaine du traitement des eaux pluviales de façon poussée avec des traitements type physico-chimique, comme j'ai évoqué. Notre expérience, elle est basée sur une très grande richesse d'activités dans le domaine du recyclage. Bien évidemment, les sites qui réalisent donc le broyage, le recyclage des matières, des matériaux relatifs aux véhicules hors d'usage, des métaux ferreux, non ferreux, du verre. Le verre, on a de très très belles expériences avec une valorisation et pratiquement l'absence de rejet des eaux pluviales à la sortie. C'est là où tu parlais tout à l'heure de la valorisation. On peut aller très très loin. Les filières papier, carton, bois, en effet, et les déchets de chantier, où là aussi, on rencontre quand même un certain nombre de paramètres un petit peu nouveaux, mais qui sont souvent sous la forme plutôt de pollution matière en suspension, principalement. Et donc, chez Saint-Dizier, il y a quand même une méthodologie, évidemment, pour répondre à tout cela au sein des activités de recyclage. On y compte 6 points essentiels. Méthodologie, donc analyse des données d'entrée.
Donc, la méthodologie qui est une méthodologie donc, qui fait partie vraiment de nos processus et instructions au sein de notre certification ISO 9001, bien évidemment. La notion, en effet, d'expertise sur site et donc des données d'entrée est essentielle. Il est important, en effet, d'identifier sur un site existant, en tous les cas, les points peut-être de traitement à la source à réaliser pour justement éviter que certains polluants arrivent dans l'installation finale. Je pense en termes de pré-traitement ou de stockage directement d'huile de coupe, par exemple. Les huiles de coupe sont en effet vraiment indésirables sur la filière, donc il faut s'en assurer en amont. Et on peut avoir également des eaux de toiture qui vont être peu ou pas polluées et qu'on pourra peut-être gérer différemment. On n'a pas obligatoirement besoin de rejeter toutes les eaux pluviales du site sur l'installation. Donc là, c'est important de l'anticiper, d'analyser, d'expertiser. On cherche quand même maintenant à mieux gérer les eaux pluviales. Et donc, si on peut gérer par des techniques alternatives, une infiltration, des eaux de toiture qui ne sont pas polluées, il faut le réaliser. C'est vraiment là les directives claires qui apparaissent maintenant, voilà, qui font partie du savoir-faire dans le domaine de la gestion des eaux pluviales. Analyse des données d'entrée également en termes de paramètres physico-chimiques, bien évidemment, pour ensuite les mettre en relation avec les objectifs de rejet et définir ainsi les performances dont on aura besoin. Donc, ces performances, on peut les évaluer, comme on le disait tout à l'heure, sur un effluent lorsqu'il existe, donc par un ou idéalement plusieurs prélèvements. On va réaliser des essais de traitabilité. Et cette traitabilité, vous en avez une illustration ici avec la courbe que je vous ai mise en deuxième figure, qui illustre la décantabilité des matières en suspension dans le temps et qui permet d'avoir accès à une donnée essentielle pour dimensionner un décanteur lamellaire, qui est la surface de nid d'abeille nécessaire à l'atteinte des performances souhaitées par rapport aux objectifs justement définis entre les fluents réels, les fluents bruts et les fluents, la valeur de rejet. Voilà, on peut également, en fonction de ce qu'on observe et des contraintes de rejet, réaliser des tests complémentaires en laboratoire. Ici, avec l'illustration du JAR test, donc c'est là qu'on va pouvoir tester différents réactifs en termes de coagulation, flocculation et de pH pour vérifier comment se comporte la pollution et si on peut la piéger d'une façon un petit peu complémentaire, plus performante qu'une simple décantation naturelle. Voilà. Donc ça, c'est la partie essai de traitabilité, toujours en concertation avec notre base de données interne. Et on va donc, par ce biais, élaborer une filière de traitement avec l'ensemble des acteurs du projet, comme je le disais tout à l'heure, à la fois l'industriel, mais également souvent le bureau d'ingénierie qui est missionné, donc les parties prenantes du projet. Voilà, ce qui permettra en effet de s'engager sur les performances. Donc l'engagement est vraiment important. C'est un terme très fort, l'engagement. L'engagement est très important, donc il est souvent lié en effet à des valeurs maximales en entrée, à une exploitation, à un certain nombre de critères. Et je rappelle qu'il ne suffira pas d'avoir une installation, je dirais, performante pour se dire on peut gérer l'installation, le site d'une façon, je dirais, relativement ouverte. Eh bien non, il faudra toujours mettre en place, en effet, du préventif à la source, éviter, comme je disais tout à l'heure, que des huiles de coupe n'arrivent dans l'installation qui n'est pas du tout conçue et dimensionnée pour gérer ce type de déchets, mais plus régulièrement, on est amené à rencontrer des déchets comme des huiles, comme des graisses végétales, par exemple, qui arrivent sur le site et qui posent bien évidemment des problèmes au niveau de la gestion de l'installation. Donc l'engagement, en effet, c'est important, mais l'engagement, il est vraiment pour les deux parties, je pense. Voilà. Et puis, le suivi et l'accompagnement qui est absolument nécessaire sur des activités comme celle-ci, parce qu'en effet, souvent, on va être amené à revoir peut-être les dosages, les filières, voire les matériaux mis en œuvre en termes d'absorption. Un accompagnement sur le long terme. Sur le long terme, on y revient juste après. On y revient juste après. Tout à fait. Alors, l'atout pour les adhérents FEDEREC, tu voulais avoir un petit mot pour cet élément-là, pour FEDEREC, donc en tant que partenaire de notre webinaire. Donc nous, on est en tant que partenaire justement FEDEREC, donc avec la direction FEDEREC, on a mis un petit plus pour les adhérents FEDEREC, donc vous qui êtes en effet des sites industriels et sur lesquels vous êtes concernés directement, eh bien on a prévu un accompagnement spécifique avec une intervention par trimestre, 4 interventions par an, par un ingénieur donc, ou un technicien en traitement des eaux, et qui va permettre de vous accompagner, de vous aider dans la gestion de cette installation. Donc ça va comprendre à la fois
une visite en termes d'expertise du site, en termes on va mesurer les différents niveaux de polluants piégés, que ce soit des liquides légers, des boues. Analyser donc le bon fonctionnement de chaque étape de traitement, vérifier en effet que le compartiment, par exemple, de filtration est encore en bon état de fonctionnement ou qu'il faudra peut-être procéder rapidement ou urgemment au changement, par exemple, des médias. Un bilan électromécanique, c'est également très, très important de s'assurer que les débits sont bien ceux prévus à l'origine, donc vérifier en effet que les débits n'ont pas évolué, faire un bilan en effet très large entre la partie instrumentation, capteur et ainsi de suite. Ça permet également de faire une formation, même si une formation initiale, d'accompagner le responsable QSE du site, donc s'assurer en effet qu'il y a une formation continue indirectement qui s'avère vraiment nécessaire. Et puis, on donne des préconisations en termes d'exploitation de maintenance de l'installation et on rédige un petit mémo, un petit rapport justement qui permet en effet de montrer la qualité du travail. Accompagnement de A à Z. Tout à fait, de A à Z. Et bien évidemment, l'ingénieur projet qui a assuré le pilotage, le suivi d'installation assurera donc une assistance technique par téléphone, par email, éventuellement en se déplaçant sur site, donc dans le cadre de ce partenariat. Très bien. Alors, merci pour ces précisions qui sont essentielles dans la notion de service que Saint-Dizier Environnement peut apporter à ses clients industriels. Je vous propose de passer maintenant sur des notions de conclusion et puis de questions. Ça sera évidemment le moment, on y répondra juste après. En termes de conclusion, c'est un investissement quand même. C'est un investissement, ça représente bien évidemment un coût qui souvent, dans une première approche pour le dirigeant, est une charge et sans retour sur investissement. D'où l'intérêt, en effet, de bien l'optimiser, de travailler sur la bonne filière, d'avoir les retours escomptés en termes de performance, de durabilité. Sur ce point, en termes d'investissement, je tiens à préciser quand même qu'il y a quelques aides qui peuvent être, qui existent. Voilà. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs au sein notamment des agences de l'eau pour les études, par exemple. Les études sont prises en charge d'une façon générale par les différentes agences de l'eau. Ou même de ton entreprise pour faire un lien s'il faut. Oui, tout à fait. On a quelques contacts potentiels, en effet, qu'on peut vous remettre. Oui, ce que je voulais préciser, ça peut même peut-être aller un peu plus loin, avec peut-être des aides, des avances remboursables, des subventions. Chaque agence de l'eau est dans son propre fonctionnement dans le cadre des différents programmes mis en place. Voilà. L'économie circulaire, on en a parlé tout à l'heure. On peut considérer que c'est quand même un métier d'avenir. Le traitement des déchets, le traitement de l'eau, on est quand même sur une économie circulaire. Tu l'as évoqué tout à l'heure avec la réutilisation finalement des eaux traitées. Un petit point là-dessus. Donc la valorisation, la réutilisation des déchets est en effet vraiment essentielle. Je pense au niveau de notre économie en tous les cas. C'est une industrie innovante qui a besoin de poursuivre en effet donc son développement. D'où un petit peu le lien avec ce qui suit en termes d'innovation. Pour que l'eau vive, on doit travailler ensemble. Je voulais juste donner quelques chiffres que communique justement le FEDEREC, donc la Fédération de recyclage justement des déchets, en termes d'impact. Il faut savoir que le recyclage, la valorisation des déchets, c'est quand même l'équivalent de 100% des émissions annuelles des avions en France. Donc c'est vraiment considérable. C'est 22,5 tonnes de CO2 évitées. Voilà, donc quand on parle de réchauffement climatique, etc., d'action, je dirais, on voit clairement, je dirais, que ces métiers y contribuent fortement. C'est également un dernier chiffre, l'équivalent d'une économie de 18 réacteurs nucléaires. C'est vraiment considérable. C'est vraiment considérable. Et l'eau fait partie, en effet, de cette économie circulaire. Et d'autant plus si on va jusqu'à la valoriser. Donc voilà, c'est un bon lien avec les opportunités qu'on a pu identifier. Donc en quelques mots que je vous rappelle, donc c'est à la fois en effet la possibilité d'avoir la capacité d'avoir un site qui va être opérationnel, fonctionnel et donc assurer sa rentabilité, clairement. C'est également la possibilité donc de réutiliser cette eau pour différentes applications industrielles. Et puis c'est une valorisation quelque part pour les salariés, comme on l'a vu, et pour les clients. Donc, c'est clairement un vecteur de communication. Vecteur de performance, vecteur de communication, vecteur d'avenir, parce que l'équipement, effectivement, et la mise en conformité, c'est pour développer ses parts de marché. Donc, c'est essentiel et c'est aussi prendre un pas devant un environnement concurrentiel éventuel. Tout à fait.
Très bien. D'autres choses sur la conclusion, Jean-Yves? Le dernier, c'est notre baseline, C'est qu'on notre avait baseline. évoqué tout à l'heure, donc qui ne vont pas clover. Bon, je tenais à le préciser en conclusion. Voilà, bien vous rappeler que c'est vous, hein, vous êtes nos clients et on a besoin en effet de vous remonter pour s'améliorer. Nous, on fait de la veille, hein, bien sûr, la veille technologique, la veille réglementaire. On est présent dans les groupes de travail, hein, au niveau de l'AFNER, au niveau des différentes fédérations, syndicats, associations, pour être en amont de tout ce qui est lié à la thématique eau, hein, que ce soit au pluvial ou au usé, bien évidemment. Et on est vraiment à l'écoute, à votre écoute, pour répondre à vos besoins dans le cadre de vos projets immédiats de demain et vous accompagner. Voilà, on est vraiment une PME, on a vraiment cette volonté de vous accompagner le plus loin possible pour vous aider dans votre développement et dans votre croissance. Ce qu'il faut dire, c'est que au-delà de ça, il y a effectivement innovons pour que l'eau vive, et c'est la réponse aux enjeux cruciaux de mise en conformité des industries. Alors, c'est le moment de passer aux questions-réponses. Avant cela, évidemment, merci d'avoir été aussi assidus. Vous êtes tous restés sur ce webinaire. Si jamais j'oublie, évidemment, vous pourrez revisionner le webinaire de manière à reprendre les slides, à reprendre les éléments de langage de Jean-Yves. Et je vous propose de passer maintenant aux questions que vous nous avez posées. Alors, on va… Donc voilà, juste avant, je dirais ces questions, bon, je tiens à nouveau à remercier donc Frédéric qui nous a quand même beaucoup aidé, et plus particulièrement donc Madame Auru donc, et Madame Wolf au niveau de la communication. Voilà. Très bien. Et donc je vous propose maintenant en effet de répondre aux questions que vous nous avez déjà formulées. Donc laissez-nous quelques petites secondes pour en prendre connaissance et on revient vers vous. Peut-être une première question qui pourrait être intéressante, c'est combien cela peut coûter pour un industriel de s'équiper? Alors là, ce que je peux vous donner, c'est des budgets en termes de fourniture, sans oublier qu'il y a des travaux, hein, on l'a vu tout à l'heure, pour réaliser du tamponnement, du stockage. En termes de fourniture, en fonction, je dirais bien évidemment, des objectifs de rejet du site, il faut quand même se baser sur des fourchettes qui vont être on va dire de 50 à 500 000 euros, quoi, environ. Très bien, merci pour cette réponse. Très large, hein, je suis désolé. Non, mais c'est du sur-mesure, donc forcément, c'est très large. Parfait. Le plus simple, c'est effectivement de rentrer en contact avec toi, d'écouter les enjeux, le sujet, la problématique, et tu sauras répondre in fine à tout cela. Tout à fait. Donc, vous avez nos coordonnées. Hein. Je vous ai laissé nos contacts, dont mon adresse mail, donc c'est yvio@sdorf.fr. Voilà, vous avez nos téléphones. Bon, il y a le site internet, il n'y a pas de souci. Je pense que vous pourrez nous joindre sans faute de difficulté. Et puis, on vous enverra très certainement le PowerPoint. J'ai une question d'Hugo qui me demande si le PPT sera disponible après le webinaire. Oui, il sera disponible. C'est un élément clé, vous pourrez le lire et le relire. Une question intéressante sur quel ordre de grandeur, de débit, ce type d'installation est possible. C'est quoi le type de grandeur? Alors, le débit est souvent en fait limité, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de par la convention de rejet. On va avoir une convention de rejet qui va nous limiter probablement en débit et qui est souvent comprise entre 1 et 20 litres seconde hectare. Voilà. Donc, c'est un premier critère qui est réglementaire, donc auquel il faudra en effet y répondre. Ensuite, l'installation doit être optimisée globalement sur un plan technico-économique. Et par expérience, il faut avoir une bonne combinaison entre la partie stockage et la partie traitement. Et on va se retrouver dans des débits de traitement qui vont aller, grosso modo, entre 5 et 20 litres par seconde. Parfois un petit peu plus, mais on est souvent dans cette fourchette. Voilà, c'est le bon compromis pour répondre de façon optimale à nos clients. Réponse très claire. Question de Khalid qui nous dit, vous pouvez aussi nous accompagner pour la conception. Alors pour la conception de nos ouvrages, bien évidemment. Vous donner des éléments, en effet, par rapport à notre expérience sur la conception, quel type de bassin, est-ce qu'il faut plutôt le… Oui, bien évidemment, on est en mesure de vous aider par rapport à ce qu'on sait. Il n'empêche que vous avez besoin d'un bureau d'études, d'un bureau d'ingénierie pour assurer un pilotage global et notamment par rapport à tout ce qui est rétention, mise en œuvre, installation, suivi de ces travaux. Il y a une opportunité, merci Hugo pour cette question, qui nous dit, en termes d'opportunité, peut-on réutiliser les eaux pluviales traitées en tant qu'eau d'incendie, bassin égale réserve incendie? Alors, c'est une très bonne question. Merci Hugo. Merci Hugo. C'est vrai que c'est un point que je n'ai pas évoqué, que j'aurais pu préciser avant, mais voilà, vous me rattrapez. Et donc, en effet, le bassin de tamponnement des eaux en amont de la filière de traitement est souvent considéré par les services de pompiers, donc à s'assurer dans le cadre en effet de votre convention, mais souvent les pompiers autorisent
justement à exploiter ce bassin de rétention des eaux pluviales pour lutter contre les incendies. Donc ça, c'est quand même un point en fait important. On va le rajouter grâce à vous. Tout à fait. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Bien, il est 10h43. On a respecté le timing. Je n'ai pas d'autres questions. Si, ça y est. Pouvez-vous détailler le traitement des polluants toxiques dissous? Alors, le traitement des polluants dissous, il est en effet de plus en plus d'actualité. Les contraintes de rejet, on va vers des nouveaux paramètres, en effet, en termes de contraintes de rejet, de conventions de rejet, et notamment sur ces micropolluants. On travaille beaucoup dessus. On a développé plusieurs concepts avec notamment un brevet international sur la partie filtration-adsorption, voilà, sur lequel on a déjà des éléments, des résultats concrets et sur lesquels on travaille également pour pouvoir garder notre longueur d'avance et répondre à un spectre de plus en plus large au niveau des molécules à piéger, notamment par rapport à ces polluants dissous. Très bien. Franck nous pose la question suivante. Le traitement après relevage est-il efficace? Alors, bien sûr, puisqu'on vous le propose, donc il est efficace. Par contre, ça implique quand même un certain nombre de précautions. Il ne suffira pas, en effet, il ne faudra surtout pas mettre en œuvre des pompes qui ont un risque de créer une émulsion, déjà, donc le choix des pompes est quand même important. Et ensuite, je tiens à rappeler qu'on est plutôt sur, globalement, une problématique de décantation et non pas de déshuilage. Bon, c'est vrai qu'historiquement, sur ce site, on rencontre beaucoup de débourbeurs déshuileurs qui, d'une façon générale, s'avèrent souvent insuffisants pour répondre aux objectifs de rejet, même s'ils jouent un rôle évident de traitement de piégeage de la pollution à la source. Mais il est évident que si on veut vraiment faire du déshuilage, il ne faut pas pomper ces eaux en amont. C'est clair. Mais il existe aussi, comme je vous le disais, des pompes qui évitent ces mises en émulsion. Donc, il y a une solution. Il y a des solutions techniques. Face à cette question. Charlotte, alors, une convention de rejet est-elle obligatoire dans le cadre de rejet dans le réseau pluvial communal? Oui, il y a toujours en effet, il y a toujours une convention, il y a toujours un arrêté, bien sûr, parce que qu'on soit ICPE ou pas, on est soumis à déclaration, à autorisation, il y a deux niveaux en effet, mais d'une façon générale, ces sites au regard de leur activité en termes de stockage, en termes d'énergie, réglementé, quoi. On répond à pas mal il y a très peu de sites, ou alors vraiment que ce soit des tout petits sites avec des stockages trop faibles, mais je crois que ça n'existe pas. C'est vraiment réglementé par les ICPE. Très bien. Laetitia qui nous repose une deuxième question. Merci Laetitia. Y a-t-il des documents techniques et ou commerciaux généraux sur ce type d'installation sur votre site internet? Que je rappelle, www.sdlv.fr. C'est syndisenvironnement.eu. On le remettra. Vous l'avez. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet. On a des petits journaux en effet qui reflètent ce qu'on a pu réaliser avec notamment dans ce milieu, donc qui nous donnent des retours d'expérience. On a des fiches références. Le plus simple est quand même de vous rapprocher de nos équipes pour qu'on puisse répondre au plus près de vos attentes, bien évidemment, et vous accompagner. Très bien. Franck, dans le cadre des dossiers ICPE de plateforme logistique, il y a séparation des EP de voirie et toiture. Quelle est la position de Saint-Dizier sur le sujet? Bon, je n'ai pas été très clair tout à l'heure, mais j'ai bien précisé que lorsqu'on est confronté à des eaux de toiture, d'une façon générale, à vérifier qu'elles ne soient pas polluées, bien sûr, parce que c'est la condition sine qua non, évident. Mais on peut bien évidemment gérer ces eaux pluviales différemment des eaux de voirie qui sont contaminées par notamment le biais des techniques alternatives. Une technique alternative qui consiste d'une façon générale à réaliser une infiltration dans le sol. Le panel des solutions est large dans ce cadre. N'hésitez pas à vous rendre sur certains sites comme adopta.fr qui vous permettra d'avoir un panel de différentes solutions, que ce soit des nouds, des puits d'infiltration, différentes techniques qui, en tous les cas, répondront à vos attentes. Très bien. Alors Khalid, oui, vous aurez le support de présentation. Nouvelle fois. Vous l'aurez promis. Vous l'aurez d'ailleurs juste après, une fois qu'on se sera quitté, vous aurez la possibilité de revoir ce replay en fait, de ce premier webinaire. Donc si vraiment vous êtes arrivé un peu en retard, c'est pas bien grave. Vous aurez la possibilité de revoir automatiquement le webinaire dans la foulée. Voilà. Alors je vois une nouvelle question là de Hugo. Que pensez-vous des séparateurs hydrocarbures pour les sites où les hydrocarbures libres ne sont pas abondants? Clairement, le débourbeur séparateur à hydrocarbures est vraiment basé sur l'interception des hydrocarbures
légers, donc ce qu'on appelle les liquides légers d'ailleurs dans la norme européenne. Et donc l'objectif, c'est plutôt un traitement à la source. Sur une zone par exemple de décontamination, on va éviter que ces hydrocarbures se retrouvent sur le point de rejet final. C'est du traitement à la source, c'est mis en œuvre sur les aires de lavage, vous le savez, les stations-service, mais c'est rarement adapté pour un traitement sur le point de rejet final. Et je précise bien là aussi, sur un site comme ceux qu'on a évoqués, le bypass qui est parfois accepté ou mis en œuvre sur des voiries peu contaminées n'est pas compatible avec ce type d'activité. Donc, d'une façon générale, le séparateur hydrocarbures est là pour traiter à la source, mais pas pour traiter le bassin versant dans sa globalité. Voilà. Yves, qui nous pose la question suivante, quels sont les volumes annuels traités que vous rencontrez? Donc, les volumes annuels sont en fonction de la surface imperméabilisée du site, de façon générale déjà. Ça engendre des volumes quand même conséquents. Le ratio, rapidement, c'est de l'ordre de 500 litres par an au mètre carré. On va jusqu'à 800 parfois dans certains secteurs géographiques. Donc, 600 à 800 litres par mètre carré par an. Bon, je ne vais pas vous faire un petit calcul, mais ça représente quelques dizaines de milliers de mètres cubes, bien évidemment. D'où les inondations, les problèmes qu'on évoquait tout à l'heure avec les retours d'exploitation, ce qui s'est malheureusement produit dans le Var ce week-end. Ça engendre évidemment des volumes de bassins pour le tamponnement conséquent, mais souvent sur des bassins qui vont être de l'ordre de 1000, 2000, 3000 mètres cubes, ce qui est déjà conséquent. D'où l'intérêt, là aussi, de bien se concerter avec l'industriel pour savoir comment les concevoir, où les placer, où les localiser. Bon, sachant que sur ces sites-là, on a également la possibilité parfois de faire du tamponnement sur le site proprement dit. À partir du moment où, je dirais, le stockage des eaux, c'est pas très gênant d'avoir 5 cm d'eau de pluie, par exemple, sur un site, pour une pluie avec une période de retour décennale, cinquantennale, qui reste exceptionnelle. Est-ce que tu parles d'accompagnement, mais il y a la notion de conseil au préalable. Donc tout à fait, bien sûr. Mais c'est vrai que les volumes sont importants. Sont importants, mais on a également, je prolonge un petit peu le sujet, ils sont importants, mais étant donné qu'on a beaucoup de matière de stocker sur le site par expérience, ça réduit, ça ralentit un petit peu l'écoulement, et donc on a souvent des bassins qui s'avèrent dans les faits plutôt surdimensionnés. Voilà. C'est ça déjà pour prévoir. Bien sûr, et qui répondent peut-être aux problématiques de demain en termes d'évolution. Et on voit tous les jours. On voit tous les météorologiques. Tout à fait. Très bien. Il est 10h50. Pas d'autres questions. Mais écoutez, on peut vous remercier. Vous êtes resté avec nous pas loin de 50 minutes, donc c'est très bien. J'espère que le sujet vous a véritablement plu. Merci une nouvelle fois à Fédérec et aux équipes. Fédérec. Tout à fait. Merci à toi, Jean-Yves. Si on veut te contacter, en gros, on a les coordonnées qui sont affichées. Donc, je répète, vous pourrez revoir les éléments en replay. Vous recevrez un mail avec ce lien-là également. Et on se tient également à votre disposition pour pouvoir répondre à tous vos enjeux, tous vos projets. Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Plaisir de vous rencontrer. Merci. Au revoir.